tous et merci de votre participation à ce webinaire sur les GES, les groupes économiques solidaires. Je suis Dominique Dassault, chargé de mission en graphie, et avec mon collègue Nicolas Auzière, délégué régional de Coras Île-de-France, nous allons donc vous parler du modèle GES et voilà, vous présenter le modèle, vous expliquer ses modalités comment dire, les modalités dans lesquelles les structures peuvent s'impliquer dans ce cadre-là, comment créer un GES, vous présenter certaines illustrations pratiques de GES qui existent dans le territoire, sur le territoire francilien. Peut-être déjà en préalable, vous préciser que ce webinaire est enregistré. Voilà. Je vais commencer par un temps de présentation rapide déjà de la démarche, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Graphi porte une démarche de favoriser le développement des outils coopératifs entre structures d'insertion, et que justement ce webinaire est issu d'un cycle de webinaires sur les coopérations qui lui-même fait partie donc de cette démarche, de ce plan d'action coopération que porte le Graphi. Pour un peu une genèse rapide de cette démarche-là, fin 2019, le Graphi restitue un rapport intitulé Coopération, mutualisation et groupement des SIE en Île-de-France, un rapport qui résultait d'une démarche dont l'objectif est double, à la fois comprendre comment les structures perçoivent le fait de coopérer et outiller les structures d'insertion qui ont la volonté de mutualiser leurs actions, leur fonctionnement. Je ne vais pas vous faire un résumé du rapport, il y avait déjà eu un webinaire à ce sujet, mais ce qu'on peut résumer, ce qu'on peut noter en tant que chiffre un peu emblématique, c'est que, alors que 70% des structures d'Île-de-France portent un regard positif sur les coopérations, la moitié des structures n'a pourtant jamais participé à un projet de coopération. Donc, dans ce contexte, notre enjeu, c'est d'accompagner les structures dans leur projet de coopération pour les aider à les concrétiser. Attends, j'ai le temps de admettre les nouveaux inscrits. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Justement, ce contexte justement, c'est quoi? C'est également celui d'une économie fragilisée, avec des cycles de crise de plus en plus rapprochés, dans lequel de plus en plus de structures, de l'IAE, mais pas que d'ailleurs, réinventent leur mode de fonctionnement et coopèrent entre elles. La collaboration dans l'IAE permet de développer collectivement justement la capacité d'action des structures en faveur du retour à l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Et la mise à disposition, comme la mutualisation de certaines fonctions, de certaines compétences ou encore de ressources, permet justement aux structures de rationaliser leurs moyens et de gagner en professionnalisme. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que cette logique développe à la fois la performance économique et l'efficacité sociale d'une organisation en développant et sécurisant les parcours d'insertion. Je me permets un petit peu de vocabulaire, mais très rapidement, pour vous dire juste que la collaboration de structures peut prendre trois formes. Que ce soit la coopération, dont le fait de concourir à une action commune et qui suppose d'organiser des complémentarités entre structures pour créer une valeur ajoutée. La mutualisation, c'est-à-dire mettre en commun des moyens, les compétences de salariés ou encore les coûts d'un investissement peuvent par exemple être mutualisés. Et enfin la fusion, le fait de ne faire qu'un. Donc voilà, ce qui implique qu'au moins deux structures se rejoignent et créent une seule entité. Le regroupement en groupe économique solidaire se situe à la fois dans la coopération et la mutualisation. Nous verrons en effet que, voilà, durant ce webinaire, que les organisations concourent à des actions communes tout en mutualisant certaines fonctions. À l'aune des pratiques de coopération que nous avons analysées en Île-de-France, on a observé que plusieurs effets étaient recherchés en fait par les SIE dans le fait de collaborer. À la fois le développement du chiffre d'affaires de l'activité, la mutualisation de coûts et de moyens, mais aussi l'augmentation de l'impact social. Voilà. Et voilà, ça nous mène dans la continuité de notre action en faveur des coopérations. Nous proposons Graphi aux structures d'insertion et à tout acteur intéressé par les coopérations avec l'IAE, une série de webinaires tout au long de cette année, des webinaires thématiques qui portent chacun sur un mode de coopération précis.
avec à la clé, comme vous le verrez, une présentation du groupement concerné, description de son impact pour les membres et pour son territoire. Voilà. Donc aujourd'hui, nous intéressons, comme je le disais, au modèle GES, donc le groupe économique solidaire, notion qui est souvent, Nicolas vous en dira plus, mais peut-être pour une définition très rapide, notion qui est souvent utilisée pour désigner un ensemble de structures, qu'elles soient à statut associatif ou commercial, aux personnalités morales différentes qui entretiennent des liens de collaboration à différents niveaux, voilà, en fonction de plusieurs degrés d'intégration également. Voilà, une collaboration qui peut s'exercer au niveau de l'organisation de la gestion, au niveau plus économique et financier, et aller jusqu'à une logique d'intégration dans un groupe fait par une holding, par exemple. Voilà. Donc, une structuration, on le verra avec l'intervention de Nicolas qui arrive très vite, qui va dépendre en fait de l'objectif poursuivi par les structures impliquées et de leur projet commun. Voilà ce que je peux vous dire, peut-être pour passer le relais à Nicolas, vous dire que on va vous présenter l'outil GES avec une intervention organisée en 3 temps. Qu'est-ce qu'un GES? Pourquoi constituer un GES? Et comment créer un GES? Et pour finir, pour vous rappeler donc que le webinaire durera jusqu'à midi et que bien entendu un chat est actif. Donc n'hésitez pas à poser toute question, à inscrire toute remarque, que je me ferai un plaisir de relier à Nicolas à chaque fin de partie pour avoir des temps d'échange avec vous sur ce modèle de coopération. Voilà pour moi. Nicolas, si tu veux bien prendre la suite. Oui, bonjour à tous. Alors c'est un peu surprenant parce que pour le moment, je ne vois que des écrans noirs, mais ravi de vous retrouver et de vous voir pour certains. Bonjour Antoinette. Bon, je suis délégué régional de Coras Île-de-France, qui est un réseau généraliste de l'IAE, donc un réseau qui regroupe des entreprises d'insertion, des ateliers chantiers d'insertion, des entreprises temporaires de travail d'insertion et des associations intermédiaires et même des hors IAE au sein de GES justement, dont on va beaucoup reparler aujourd'hui. Et donc Coras est membre du GRAPHI, qui est l'interréseau de l'IAE en Île-de-France. Et donc c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui pour vous parler des GES. Alors, j'ai préparé un petit PowerPoint. Comme on n'est pas très nombreux, alors effectivement, il y a un chat, Dominique pourra relayer les questions. Comme on n'est pas très nombreux, si vous avez une question, je vous propose de la poser directement. Comme ça fera peut-être un webinaire plus didactique et moins soporifique que si je monopolise la parole. Alors, est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Super, slide de présentation. Oui. Oui. Alors, comme un bon élève, je vous propose de commencer par une définition de ce qu'est un GES. GES, c'est Groupe économique solidaire. Je vous propose 2 définitions, une première qui est très simple, l'autre plus complète. La première, c'est qu'un GES, c'est un ensemblier d'insertion qui aurait suivi la démarche de coopération qui est normée par le réseau Coras, qui s'appelle GES par Coras, que les GES sont une création du réseau Coras. Une fois cela dit, on peut quand même constater que les apports de cette démarche, ils sont applicables à l'ensemble des ensembliers d'insertion et pas uniquement les ensembliers d'insertion qui sont adhérents chez Coras. Mais le GES étant issu de cette démarche-là, la définition la plus simple, c'est de dire que c'est un ensemblier d'insertion qui a suivi cette démarche. Bon, on peut voir les choses d'une autre façon. Déjà en commençant par dire qu'un GES, ce n'est pas une structure qui a un statut juridique précis. Il n'y a pas de nature juridique définie pour un GES, tout comme on pourrait parler d'une asso loi 1901, d'une SARL,
d'une SAS, le GES, ça ne rentre pas dans ces catégories-là. On a une reconnaissance légale des ensembliers d'insertion qui est issue de l'article que je vous ai mis là du Code du travail, qui dit que pour faciliter la coordination, la coopération sur un territoire, un seul et même personne morale peut porter plusieurs actions d'insertion, donc plusieurs conventionnements. Donc, on a une reconnaissance légale du principe du GES, c'est-à-dire un ensemblier d'insertion, mais il n'y a pas de nature juridique définie pour un GES. Ce qui veut un peu dire qu'un GES, c'est aussi ce qu'en font ses membres, dans la mesure où il n'y a pas de nature juridique précise. Pour Coras, alors on a la petite image de marque là, mais on n'a pas déposé la marque GES et quiconque veut se revendiquer GES peut l'être. Un GES, c'est vraiment ce qu'en font ses membres. Nous, on propose des normes de fonctionnement desquelles peuvent s'inspirer les personnes qui veulent suivre la démarche GES. On a des outils pour les accompagner que je vais vous présenter ensuite. Mais une fois que cela est dit, les contours du GES sont très flous et protéiformes. Alors, point commun quand même à tous les GES, c'est que c'est un projet collectif. Et nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que le GES, c'est l'outil opérationnel au service du projet collectif. Ce qui veut bien dire qu'il faut que le projet précède l'outil. Donc, il y a un projet en commun entre des acteurs, entre des structures, entre des différentes solutions d'insertion, autour duquel on va mettre cet outil opérationnel, cet outil technique qui est le GES. Ce qui donne une importance primordiale à définir ce qu'est ce projet, comment il s'imagine dans le temps. Et ensuite, une fois qu'on aura réalisé ces étapes-là, on pourra définir l'outil technique, l'outil juridique qu'on met par-dessus ce projet, et ce qui fait du GES un outil évolutif qui va, en fonction des évolutions du projet de territoire, lui-même également évoluer et s'adapter. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Et donc, nous, les 5 piliers qu'on propose pour un GES, je vous les ai mis là. C'est d'avoir une offre de services coordonnée entre les différentes parties du GES. C'est d'avoir cette fameuse stratégie globale dont je viens de vous parler, ce projet collectif. Une gouvernance unifiée, donc qu'elle soit entre des associations et des entreprises, entre que des associations ou entre que des entreprises, qui ont des modèles de gouvernance, comme vous le savez, parfois différents. L'idée, c'est de trouver un moyen pour que ces gouvernances puissent s'unifier. Mutualiser des ressources et des moyens, c'est le principe même du GES, c'est de faire coopérer des structures autour de mêmes ressources. Et enfin, une communication globalisée. On reviendra sur chacun de ces piliers par la suite, mais ça, voilà, on les met là pour vous aider peut-être à avoir une vision plus précise de ce que sont les GES. Et enfin, dernier point commun entre tous les GES, c'est l'aspect entrepreneurial. L'objectif du GES, c'est de s'adapter aux besoins du territoire et d'entreprendre sur le territoire pour trouver de nouvelles solutions. Toute la richesse du GES, c'est d'offrir une stabilité économique importante qui puisse permettre d'avoir des expérimentations, des nouveaux projets qui viennent se greffer et faire grossir le GES. Voilà, alors peut-être que certains d'entre vous maîtrisent l'histoire des GES, peut-être sûrement mieux que moi, parce que je vois qu'il y a des participants membres de GES depuis longtemps qui sont autour de la table pour qu'on parte tous sur une base commune. Je vous ai remis là un peu des jalons des dates, de la création des GES, pardon. Globalement, dans les années 2000, des structures d'insertion ont commencé à créer des projets collectifs
les structures d'insertion qui ont été créées dans les années 80, d'abord autour des associations intermédiaires, puis autour avec tous les autres outils qui sont venus se greffer. Et très rapidement, on s'est rendu compte que sur un territoire, ça avait beaucoup d'intérêt de faire coopérer plusieurs outils d'insertion qui n'auraient pas forcément le même conventionnement. Donc ça s'est fait de façon informelle pendant un moment. Et puis au début des années 2010, au sein de Coras, on s'est mis à réfléchir à des normes de fonctionnement pour ces ensembliers d'insertion. Et ça s'est traduit alors, en 2016 par la publication de 3 guides que vous avez peut-être déjà consultés sur la structuration des gestes, un guide juridique, un guide opérationnel, un guide sur, financier, il me semble, qui aide à la structuration des gestes. Et ensuite, au sein du réseau, on a proposé une démarche d'accompagnement des gestes, ce qui fait que un certain nombre d'ensembliers d'insertion ont suivi cette démarche et se revendiquent maintenant être des gestes. Et j'avais prévu de vous mettre les chiffres pour 2022. Mais bon, globalement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des gestes fonctionnels, certains avec un grand nombre de conventionnements IAE, parfois une quinzaine, et des gestes plus modestes qui regroupent deux ou trois structures. Et un certain nombre en Île-de-France, un certain nombre autour de la table aujourd'hui. Voilà sur ce que je pouvais vous dire sur la définition. Et je vois qu'il y a peut-être des questions dans le chat. Est-ce que vous allez nous envoyer ce PPT? Oui, avec plaisir. Pas vraiment de questions, mais comme le disait Nicolas, n'hésitez pas même à prendre la parole directement, vu qu'on est à peu près 15-16 participants. C'est tout à fait faisable. Sinon, moi, j'avais des questions. On a peut-être en attendant que certaines idées émergent, Nicolas. Enfin, j'avais une question concernant, tu sais, par exemple, si on peut se permettre la comparaison, dans le cas des PTCE, les pouvoirs publics, notamment au niveau national, ont tendance depuis quelques années déjà à régulièrement, même si c'est assez comment dire, fluctuant, soutenir, favoriser le modèle PTCE en envoyant des appels émettant des appels à projets, des choses comme ça. Est-ce qu'on observe au niveau national ou même régional, en Île-de-France, ce genre de comportement des acteurs publics qui vont développer des stratégies pour favoriser l'accès au GES, ou est-ce que c'est plutôt un outil qui est historiquement très réseau et qui n'a pas encore été très comment dire, pris par les pouvoirs publics? Alors, j'ai un écho. C'est une bonne question. Il n'y a pas d'appel à projet public, appel à manifestation d'intérêt public, créez votre geste comme il y a eu comme il y a sur les PTCE. Cependant, souvent dans les appels à projets, notamment FDI, il y a régulièrement des axes, mettre en place la coopération entre les acteurs. L'État incite quand même assez largement, et la région, à des projets de coopération. Le GES étant un projet de coopération, souvent les projets de rapprochement entre des structures peuvent être financés. S'il faut financer un poste pour l'animation, etc., ça peut être possible. Donc, créer un GES peut potentiellement rentrer dans ces cases-là, mais c'est moins précis que pour les PTCE. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que alors les PTCE, c'est aussi quelque chose qu'on a suivi de très près côté Coras, et on en a été moteur. Et donc souvent dans les PTCE, on retrouve des acteurs qui sont aussi membres de GES, voire des GES. Parce que un PTCE peut être vu comme l'étape d'après le GES. Le PTCE regroupe des acteurs IAE et non IAE. Le GES regroupe des acteurs surtout autour de la question de l'emploi, très souvent des structures d'insertion par l'activité économique. Donc, on retrouve dans cette dynamique beaucoup de points communs et beaucoup de convergences. D'accord, merci. Alors, Je propose de poursuivre. Hein. Là, pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc n'hésite pas à continuer. continuons alors sur pourquoi constituer un GES.
on a posé la question en fait à nos adhérents et aux différentes parties prenantes des GES et on en retrouve 4 principales raisons. La première, c'est de résister à la pression économique. La richesse du GES, ça peut être de financer les projets qui sont moins rentables par ceux qui le sont plus. On peut avoir l'image du GES comme le vaisseau amiral autour duquel peuvent naviguer des plus petits navires grâce à la sécurité que leur apporte le gros vaisseau. Sécuriser des parcours et des emplois. Une des principales richesses du GES, c'est de pouvoir faire travailler un même salarié en insertion au sein de plusieurs structures, au sein d'un parcours qui peut être modélisé en disant bon, bah, on va commencer par quelques heures peut-être en association intermédiaire pour s'initier à la pratique, commencer à se former, ensuite rejoindre l'entreprise d'insertion. Bon, c'est qu'un exemple. Ça peut être fait aussi en fonction des natures des activités pratiquées dans les structures. Je pense que vous avez compris l'idée. L'idée, c'est d'avoir un parcours qui soit enrichi et donc sécurisant pour les personnes. Créer, développer de nouvelles activités, c'est un peu ce que je vous ai décrit en premier point. Et préserver les activités stratégiques du territoire peut être également un objectif. Ce qu'on sous-entend par là, c'est que parfois sur un territoire, lorsqu'il y a des fermetures prévues de structures pour des problèmes divers et variés, de mauvaise rentabilité, d'essoufflement de la gouvernance, de perte d'un marché, et ben, intégrer ces structures qui sont tout de même stratégiques pour des questions d'emploi, de compétitivité, ça peut être intéressant au sein d'un GES. Alors oui, je vous ai mis ce diagramme qui n'est pas de moi, qui est issu d'un rapport sur les coopérations, qui précise de façon un peu plus exhaustive les raisons qui peuvent pousser au rapprochement entre structures. Vous voyez elles sont nombreuses. Alors voilà, je voulais vous peut-être pour que ça soit un peu plus clair, parce que pour le moment on est dans le théorique beaucoup, vous présenter des exemples de GES au sein du réseau. Le premier, c'est le GES Isactis, qui est un GES qui est en Bourgogne-Franche-Comté, si je ne me trompe pas. À l'origine, c'est une seule association, loi 1901, qui regroupait plusieurs activités, de la mise à disposition de personnel, mais aussi de l'accueil, de l'accompagnement socio-professionnel et un atelier chantier d'insertion. Donc tout ça était porté par la même association et donc on commençait à avoir un peu un fouillis et un mélange des genres et donc une gestion qui en pâtissait. L'association, elle décide alors de scinder ses activités pour apporter plus de clarté, à la fois en interne et à l'externe. Et donc, elle crée 5 associations, loi 1901 toujours. Un groupement de moyens qui va permettre de mutualiser des ressources et des compétences. Et elle en profite, ou enfin surtout, elle prend ce moment pour définir une stratégie de groupe. Parce que si on se sépare en 5 associations différentes, on risque d'y perdre l'homogénéité qu'on avait auparavant et l'unité derrière un projet. Donc, ce moment, c'est aussi un moment de définition de la stratégie. Et donc, on garde une association mère. Alors, je crois que j'ai un diagramme, voilà, c'est plus simple. On garde une association mère, donc l'association Isactis, qui garde la direction générale de cet ensemblier et qui est chargé de mettre en œuvre la stratégie qui a été définie par l'ensemble des associations. Donc vous voyez au compte une association ici, l'association mère, une association qui va porter l'ACI, une association qui va porter l'AI, une association qui va porter les actions d'accompagnement social hors IAE, et la 5e association, c'est celle-ci, c'est l'association, alors qui est fiscalisée pour les raisons que je vous expliquerai plus tard,
mais c'est l'association qui va permettre la gestion. Et donc, tous les postes mutualisés entre les différentes associations sont placés au sein de cette association de gestion. Donc, ça va par exemple être le conseiller en insertion professionnelle qui va travailler sur l'ACI et sur l'AI. Ça peut être comptabilité, le secrétariat. Donc, ce geste-là a fait le choix de séparer ces activités, de les segmenter dans différentes personnes morales différentes pour apporter de la clarté, tout en continuant, au sein d'une même association, de mutualiser des ressources. Je vous ai parlé que du personnel, mais vous voyez que là, ils indiquent aussi le matériel informatique, le serveur téléphonique, etc. Et enfin, ils ont également créé 2 entreprises de travail temporaires, une ETTI et une SARL, donc une ETT-ESS, qui, elles, sont sur des conventionnements, un conventionnement ETTI, un conventionnement ETT, et qui sont fiscalisées. Parce qu'on verra plus tard, vous voyez que je fais assez attention à ne pas parler des aspects juridiques pour vraiment se concentrer sur les aspects organisationnels. Mais on verra plus tard que ces montages en ensemblier présentent des contraintes juridiques importantes. Et donc, tout l'objectif, c'est aussi de cadrer ces coopérations pour que elles respectent les normes juridiques. Et notamment, là, ce geste avait une difficulté, c'est qu'une partie de ses activités lui demandait de collecter et de redistribuer de la TVA, donc les ETTI, enfin, le TTI et le TT. Et donc, les faire collaborer avec des associations qui, elles, ne collectent pas de TVA, comme par exemple l'association intermédiaire, eh ben, ça emporte des risques. Vous savez qu'il faut, dans ces cas-là, faire en sorte que l'association intermédiaire, par exemple, puisse continuer de ne pas collecter de TVA, ce qui est un avantage pour elle, ce qui lui permet une facturation moins importante, tout en restant dans les clous au niveau de l'ETTI. Donc là, la solution, ça a été de scinder les activités et de mettre les ressources au sein d'une seule et même association qui, elle, collecte également de la TVA. Donc, on segmente tout cela pour qu'ils puissent être séparés. Est-ce que vous m'avez perdu ou est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, Oui, c'est bon. ça, c'est un peu haché des fois, mais ça va quand même. Ok. Très bien. Est-ce que Oui. je peux poser une question, Nicolas? Bien sûr. Est-ce qu'il faut obligatoirement que ce soit des associations? Ça ne peut pas être des groupes informels. Alors, si, j'aurais dû commencer par là. Là, je vous présente un modèle de geste D'accord. qui est un peu un modèle canonique, si vous voulez. Ils ont fait ce montage avec une association de gestion et une association de pilotage stratégique. Donc, c'est vraiment l'idéal typique, mais ce n'est qu'un exemple. Et en fait, par ailleurs, je vous montrerai qu'il y en a d'autres qui ont trouvé cette solution-là. Il y a 2 modèles dominants, les gestes multistructures, donc comme celui-ci, qui vraiment scinder très précisément chacune de ces activités. Donc, un conventionnement par association et entreprise. Il y a aussi des gestes monostructures qui, au sein d'une même personne morale, vont porter plusieurs conventionnements IAE et peut-être d'autres activités. Et il y a des gestes un peu hybrides qui auront une association qui va porter plusieurs ACI, par exemple, et une entreprise qui va porter les activités fiscalisées. Enfin, voilà, c'est ce que je précisais en entrée. Autant de modèles d'organisation que de gestes. D'accord, merci. Donc là, on a le schéma en 2016, le schéma de gouvernance. Vous voyez que les associations sont représentées au sein de l'association mère à travers leur président. Elles ont un président différent à chaque fois. Mais on retrouve ces présidents dans les conseils d'administration de chacune des associations. Là, on commence à comprendre la lourdeur de ce système qui a été
Ah oui. C'est qu'on a 5 conseils d'administration différents, mais qui sont composés de personnes similaires, qui sont juste pas au même poste dans les conseils d'administration. Donc administrativement, on se doute bien que les conseils d'administration sont faits à la suite et qu'il y en a un qui a lieu de 15h30 à 15h45, l'autre de 15h45 à 16h, etc. Donc ça simplifie peut-être un peu la vie, mais il n'empêche qu'il y a des obligations statutaires pour 5 associations différentes à gérer. Et au sein de l'ETI, c'est le gérant ou la gérante qui sont représentés au sein de l'association mère. On s'assure comme ça d'avoir une gouvernance qui est partagée, une stratégie qui reste commune, mais on voit là la limite du système qui a été trouvé par les actistes, c'est la lourdeur administrative. Cependant, donc là, c'est le schéma qui nous avait été présenté en 2016, qui est présent dans les guides GES de 2016. J'ai été consulter leur ensemblier en 2020 pour voir si ça avait tenu, ce système-là. Oui. Et on voit que oui, on a toujours le même système, donc avec l'association mère, une association de gestion, les 3 associations, une qui porte un chantier, l'autre qui porte les missions d'accompagnement et enfin la dernière qui porte l'association intermédiaire. Et on a toujours le TTI et le TTESS. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a des parts de TP qui fait que les gens en fait, sont partagés entre les différentes structures. Voilà sur cette définition-là du geste. Donc là, on voit que la raison, ça a été de clarifier à la fois comptablement et je pense en termes de communication interne et externe. C'est les raisons qui ont poussé les actistes à se scinder pour en fait mieux collaborer ensemble, ce qui peut être contre-intuitif. Et bon, c'est ce que je disais à Jean-Paul à l'instant, ce n'est qu'un exemple. Il y en a d'autres. Parfois, la stratégie, elle est portée par un groupe plus informel qui se regroupe, où il peut y avoir des conventions de partenariat entre des structures sans nécessairement qu'elles créent une personne morale tierce. Voilà, tout ça est en fait fonction de la définition du projet et de la réalité du territoire. D'accord. Voilà sur ce que je pouvais vous dire sur les raisons qui poussent à créer un GES. Est-ce que vous avez des questions autour de la table? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer à la troisième partie, qui est comment créer un geste. Là, créer un geste, c'est une procédure assez longue que je ne peux pas vous présenter dans l'intégralité. Ce que je vous propose, c'est de partir de la question du diagnostic de territoire. Et tout au long du webinaire, là, je vous présenterai quelques outils qu'on utilise au moment de la création du GES, duquel vous pouvez bien sûr vous inspirer pour vos différents projets. Sachez toutefois qu'au sein du Graphi, on est tous et toutes disponibles pour accompagner les projets de coopération, notamment les GES, et donc qu'on pourra travailler avec vous sur vos projets plus individuels par la suite et gratuitement. Alors, nous, on veut que le GES parte d'un diagnostic de territoire. Globalement, on pense que toute structure d'insertion doit partir d'un diagnostic du territoire. La fonction de la structure d'insertion étant de trouver des solutions aux besoins sociaux. Et donc, on va se poser la question d'abord du public en besoin d'emploi sur le territoire. Qui est-il? Quels sont ses besoins? Quels sont ses freins à l'emploi? Et donc, quelles pourraient être, nous, les solutions qu'on pourrait proposer? Ensuite, on peut se poser la question des besoins économiques, parce que la fonction de la SIAE, c'est de mettre en relation une personne en difficulté d'emploi et la réalité du marché de l'emploi. Donc, les besoins économiques sont primordiaux pour cela. Quelle est la répartition de l'emploi? Quels peuvent être les métiers en tension?
quelles sont les activités porteuses et innovantes du territoire, et quels pourraient être les besoins non satisfaits des différents partenaires du territoire. Donc pour ce diagnostic, alors là, je vous ai mis une liste un peu exhaustive de ce qu'on peut se poser sur chacune des structures. Parce que si on regroupe des structures, c'est important d'avoir un état des lieux commun des membres de l'état de nos forces, quoi. Parce qu'on aura des structures assez différentes qui seront autour de la table. Il y a 2 histoires possibles pour un GES, ou c'est de la croissance interne, donc des structures qui sont créées par une entité qui va les intégrer au sein de son groupe, ou on est plutôt sur de la croissance externe et c'est des structures différentes qui se regroupent. Dans ces cas-là, c'est assez important d'avoir un état des lieux un peu exhaustif avant le regroupement qui va dresser l'état de la situation économique et financière, quelles sont les méthodes comptables utilisées, parce qu'on verra par la suite que cette question de la comptabilité elle est assez importante. Quels sont leurs statuts juridiques, fiscaux, leurs résultats, leurs modèles économiques, leurs ressources humaines. Parce que regrouper des structures, c'est toujours un peu plus compliqué quand elles n'appliquent pas les mêmes conventions collectives. C'est possible, mais il faut l'avoir en tête très rapidement, parce que sinon ça emporte des risques importants. Quels sont leurs projets, quelles sont leurs situations de partenariat, quels sont les acteurs clés avec lesquels elles travaillent, et enfin, quelle est leur situation administrative. Sur les stratégies, ça, c'est un outil qu'on utilise qui peut être assez intéressant quand on a des structures qui se connaissent, qui se connaissent peu ou pas, mais surtout qui ne sont pas issues du même ensemblier. Donc plutôt sur le cas que je vous présentais de croissance externe. C'est un outil qui permet de définir la stratégie d'une organisation. On regarde d'abord quel est son environnement. Est-ce qu'on est dans un environnement plutôt de contraintes, donc de difficultés, récession économique, perte d'un marché, etc., etc., ou dans un environnement d'opportunité, donc nouvelle dynamique, secteur très porteur, ou voilà, bon résultat. Donc, on a une opportunité d'aller développer la structure. La question, ça va être de savoir ce que la structure va faire de ses points forts. Une structure a forcément des points forts. Une activité qu'elle réalise particulièrement bien, par exemple. Et ce qu'elle va faire de ses points faibles. Sous la contrainte, il y a 2 stratégies possibles où on va décider de se spécialiser sur nos points forts et donc d'aller identifier l'activité qu'on mène le mieux et concentrer nos efforts dessus. Et à l'inverse, on va plutôt choisir de couper nos points faibles et donc de réduire l'activité en se séparant des points faibles. Donc, dans le premier, on se spécialise sur ses points forts, on garde les points faibles dans l'espoir de les développer. Dans le second, on se coupe des points faibles. Dans une situation d'opportunité, de solution, où on va développer nos points faibles et donc identifier ce qui ne fonctionne pas ou mal et essayer de transformer ces points faibles en points forts, où on va se concentrer sur nos points forts et donc consolider ces points forts tout en laissant de côté les points faibles. Situer sa structure sur cette matrice-là permet, et situer les différentes structures membres du GES ou futurs membres du GES, permet d'avoir un état des lieux assez clair de ce qu'on peut faire et de ce qu'on veut faire. Parce que si c'est tout à fait possible, mais si on se rend compte qu'on a une structure qui est plutôt dans la consolidation et dans la stratégie et d'être dans la consolidation, et une autre qui va être sur la stratégie de repli, eh ben, on ne va pas leur attribuer les mêmes ressources au sein du GES et elles vont, dans leur fonctionnement, fonctionner différemment. Donc, un des préalables qu'au sein du réseau, on préconise au moment de la constitution d'un GES, c'est de savoir situer les différentes structures autour de cette matrice.
Une autre matrice que vous connaissez déjà, qu'on utilise, c'est évidemment la matrice des risques, où on va, autour de la table, se faire brainstormer quoi, sur les différents risques que comporterait, cette coopération. Parce qu'il y en a plein en fait, des risques au moment de créer un geste, et on a des gestes qui ne fonctionnent pas, donc on peut tirer, des leçons de l'histoire des gestes. On peut citer l'exemple de gestes pour lesquels les gouvernances, à terme, n'ont pas réussi à s'entendre, et donc divergence de vision, ce qui a créé une coopération contre-productive et des logiques de développement en concurrence des membres du GES contre les autres. Si on identifie ce risque-là, en fait, il existera toujours, ce risque-là, à partir du moment où on fait coopérer des structures. Il faut savoir situer si le risque est probable dans notre structure, et s'il arrive, s'il est grave. Là, on est le risque, l'exemple que je vous citais, d'avoir des structures qui n'arrivent pas à s'entendre et qui rentrent dans une logique de concurrence les unes envers les autres, on est quand même sur un risque grave, parce que si ça arrive, bah, tout le projet du GES se casse un peu la figure. Donc, il va falloir définir ensuite si c'est probable ou non. Et il y aura des raisons qui nous donneront des indices pour savoir si le risque est probable ou non. Si on est dans un geste pluristructure avec une direction différente dans chacune des structures, on a une probabilité qui est non nulle de mésentente entre les différentes directions. Si en revanche, on ne garde qu'une direction générale qui s'applique à tous les membres du GES, la probabilité est plus faible. Bon, ce n'est qu'un exemple de risque. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour tous vos projets, mais c'est probablement, là j'enfonce vraiment des portes ouvertes peut-être, pour tous vos projets de coopération, le préalable, si ce n'est l'impératif premier, c'est de se réunir avec tous les membres du projet de coopération et de situer sur cette matrice les différents risques. Si on a un risque critique, peut-être qu'il faut revoir le projet. Pour tous les autres, on aura des points là dans le dernier quart de cette matrice, parce qu'il n'y a aucun projet qui ne comporte pas de risque. La question, c'est de savoir quelles sont les procédures qu'on met en place pour atténuer, éteindre ces risques-là. Alors oui, autre outil de diagnostic avant de passer à la phase suivante, qu'on peut vous recommander, qu'on peut réaliser avec vous, l'analyse SWOT, que vous connaissez probablement, qui demande à une structure et aux différents membres du GES d'analyser leurs forces, c'est le S pour strength en anglais, leurs faiblesses, c'est le W, weakness en anglais, leurs opportunités et les menaces qui pèsent sur leur activité. Ça va, comme ce que je vous ai dit jusqu'ici, ça va permettre d'avoir un état des lieux commun et donc une vision commune des différentes structures. On est parfois assez surpris quand on travaille sur des projets de GES de se rendre compte que depuis le point de vue d'une autre structure, on n'a pas du tout la même réalité en face. Et donc, c'est important au départ. Ça peut paraître être du temps perdu en théorie et pas dans l'opérationnel. Alors, peut-être qu'on peut couper les micros, Dominique. Ouais. N'hésitez pas à couper vos micros si vous ne parlez pas. Alors. Oui, Dominique, tu peux le faire. Voilà, on se rend parfois compte quand on réalise ces exercices-là qu'on n'a pas la même vision sur des structures qui sont pourtant la même, quoi. Si on analyse, si Dominique analyse Coras et me dresse le SWOT de Coras, et si moi je le fais, on aura probablement des divergences de point de vue alors qu'on analyse la même organisation. Et donc, à l'heure où on essaye de coopérer, ça peut être important de confronter ces regards-là parce qu'ils entraîneront des conséquences différentes sur le projet de coopération. L'analyse PESTEL, c'est une analyse de territoire et de contexte qui propose d'analyser le contexte politique autour duquel on évolue,
le contexte économique, le contexte social, le contexte territorial, le contexte écologique et le contexte légal. Donc, c'est vraiment un pense-bête, hein, Pestel, mais qui, pareil, va nous aider à identifier les points qui nous sont communs dans notre analyse du territoire et, plus important encore, les points qui nous sont divergents sur notre analyse du territoire. Et c'est la base de la discussion ensuite pour identifier pourquoi on n'a pas les mêmes points de vue et est-ce que ça entraîne pas des risques sur le projet qu'on veut construire. À partir de tout ce diagnostic, la première étape, la fin de la première étape, c'est de rédiger le cahier des charges. C'est de se dire, OK, voici maintenant qu'on a une vision à peu près partagée de nos différentes structures, que veut-on construire? Quels sont les risques qu'on a identifiés? Et donc, où est-ce qu'on veut aller? Donc, dans ce cahier des charges, si je prends l'exemple des accompagnements GES qu'on a réalisés récemment, ça a été de construire une convention de partenariat entre des structures. Et donc, dans cette convention de partenariat, inclure précisément les modalités de partage de la gouvernance. Parce qu'on a identifié le risque qu'on a 2 gouvernances différentes entre les structures qui vont pourtant devoir porter un projet en commun. Et donc, il faut qu'on cadre précisément comment on répartit les pouvoirs, qui a la décision, comment elle se construit, quelles modalités on prévoit pour la discussion. Et donc, dans ce cahier des charges, on va identifier précisément, en fait, notre projet de GES. Vous voyez que jusqu'ici, je ne parle pas du tout des contraintes juridiques. Et on essaye, même si en fait c'est rarement possible, de faire comme si le juridique n'existait pas lors de cette première étape. Parce que la conviction qu'on a, c'est qu'il est plus important de définir les modalités de coopération opérationnelles. Donc, comment, en faisant abstraction du juridique, comment on veut fonctionner? Est-ce qu'on veut qu'il y ait un directeur ou une directrice pour 2 personnes morales différentes? Si c'est le cas, on l'écrit dans notre cahier des charges. Ensuite, on trouvera la solution juridique pour que ça soit possible. Parce qu'on a un droit qui est suffisamment riche et une existence des gestes depuis suffisamment longtemps pour être à peu près certain que les solutions existent. Elles seront plus ou moins difficiles à construire, mais les solutions viennent après, les solutions juridiques viennent après. Il vaut mieux d'abord se poser la question de comment on veut fonctionner dans un monde idéal, et ensuite, on trouve les outils juridiques qui vont venir rendre ça possible malgré les contraintes. Donc, fin de la première étape, on rédige notre cahier des charges de GES qui va ensuite piloter l'ensemble des actions opérationnelles de mise en place du GES. Est-ce que vous me suivez toujours ou est-ce que j'ai manqué de clarté sur certains points? Mettez-moi au moins un pouce. Merci. Merci Antoinette pour le pouce. Alors, première étape, créer un copil et créer si nécessaire, des groupes de travail qui vont se diviser le travail. On peut avoir un groupe de travail sur la question de la gouvernance, un groupe de travail sur la question des RH. On peut avoir un groupe de travail sur la question des modèles parcours d'insertion. Se dire, bon, bah, voilà nos forces en présence. On a un ACI espace vert, une entreprise d'insertion restauration. Je ne sais pas pourquoi je me suis embarqué dans cet exemple où je vois mal comment on va pouvoir créer des projets, des parcours entre un ACI espace vert et une EI restauration, mais pourquoi pas finalement. Donc, bah, voilà, on pourrait avoir un groupe de travail qui va être chargé de réfléchir au modèle, au parcours d'insertion entre les différentes forces en présence. Et bien sûr, on définit un calendrier, un rétro-planning en se disant, début 2023, on a notre GES qui est opérationnel. Et donc, ensuite, on fait machine arrière et on se demande quelles doivent être les étapes avant cette date qu'on s'est fixée.
Alors, je vous avais promis de revenir sur chacun des piliers pour maintenant étudier les solutions opérationnelles qui existent pour respecter ces piliers. Hem, Tout ce que je peux vous citer, ce sont des exemples qui existent. Cependant, c'est l'expérience qui a forgé ces exemples et probablement que votre expérience à vous pourra amener d'autres solutions que celles que je vais vous présenter là. Nous, l'objectif qu'on donne, c'est qu'un geste, c'est une gouvernance unifiée. Après, les modalités de respect de cet objectif sont libres et surtout demandent de l'imagination dans chacune des structures. Bon, concrètement, on a plusieurs moyens pour unifier la gouvernance au sein d'un geste. Le premier, c'est celui que je vous ai fixé, enfin, que je vous ai présenté tout à l'heure avec Isactis. C'est de créer une association tierce dont les statuts prévoient que les membres de chacun des membres, enfin les membres de chacune des structures du GES soient présents. Donc typiquement, on va dire que le président ou la présidente de l'association intermédiaire est aussi membre du conseil d'administration du GES, avec tel pouvoir ou tel autre. C'est la solution peut-être la plus instinctive de créer cette association mère qui va servir de pilotage stratégique. Et ensuite, toute la question dans ces statuts, puis dans ceux de chacune des structures membres, ça va être de définir quel est le pouvoir concret de cette association mère. Si on fait une analogie qu'on utilise souvent, on peut comparer ça avec le rôle de l'Union européenne. Toute la question, et on l'a constaté récemment, toute la question, c'est de savoir quel niveau de souveraineté on accorde à cette association mère, quel niveau de souveraineté on accorde à l'Union européenne. Et donc ça se définit dans les textes, dans les conventions qu'on va passer. On peut décider de dire que toutes les décisions prises au sein de l'association mère vont euh, devoir s'appliquer obligatoirement au sein des associations filles. On peut, donc là, on aurait un geste très intégré et pour lesquels toutes les décisions stratégiques se prennent au niveau de l'association mère. On peut définir un principe de subsidiarité qui dirait que c'est au niveau le plus proche de la solution de trouver la solution. Donc là, on aurait un geste beaucoup plus décentralisé où tant que l'action ne concerne pas le collectif, elle peut se prendre au niveau des filles. On peut également avoir dans ces conventions définir qui serait, comment on répartit le pouvoir. Parce qu'une association, un geste peut être constitué d'un très gros membre et d'un plus petit. Typiquement, on aurait une association intermédiaire qui réalise des milliers d'heures et une petite entreprise d'insertion qui réaliserait quelques centaines d'heures. On peut considérer que c'est légitime que l'association intermédiaire, qui emploie plus de personnes, qui a un plus gros budget, garde le pilotage opérationnel ou garde une majeure partie du pilotage opérationnel. Donc tout ça, ça doit se définir dans les conventions de gouvernance qu'on crée au départ ou au sein d'une association tierce, une association fêtière, mère, employez le terme que vous voulez, ou alors on n'est même pas obligé de créer une association. On peut signer des conventions de gouvernance entre différentes structures qui s'accordent sur des modalités de coopération. Donc, on va fixer des régularités de réunion, ce que ces réunions doivent fixer et comment les décisions prises lors de ces réunions s'appliquent au sein des membres. Typiquement, prenons 2 entreprises d'insertion qui décident de créer un GES, mais qui se disent qu'elles n'ont pas besoin de créer une association. Elles vont simplement signer une convention de partenariat qui va définir
tous les trimestres, on réunit nos directions, nos conseils d'administration et on prend des décisions sur l'avenir de notre coopération. Est-ce qu'on mutualise un poste? Est-ce qu'on crée un troisième projet qui puisse faire le trait d'union entre nos activités? Si oui, comment on le finance? Enfin, voilà, ça, c'est des modalités de coopération qui ne passent pas forcément par la création d'une association tierce. Ce qui compte, c'est d'avoir fixé la procédure au départ qui permet à la gouvernance d'être unifiée. Notre deuxième pilier, c'est la stratégie globale. Parce qu'une fois qu'on a défini comment le pouvoir se répartit au sein du GES, la question, c'est de savoir comment ce pouvoir peut dessiner une stratégie. Excuse-moi, Nicolas, juste pour faire un petit résumé rapide pour être bien sûr d'avoir bien compris par rapport à la Oui. gouvernance. Si j'ai bien compris, en fait, le type de gouvernance, ce sera en fonction de… Enfin, si par exemple, je veux faire en sorte que le pouvoir et les responsabilités juridiques au sein du GES soient du côté des administrateurs, enfin, ou des membres de la société civile, des bénévoles, là, je vais privilégier le type de GES, enfin, le type groupe associatif. Si je veux faire en sorte que le pouvoir soit plus du côté des directeurs ou du directeur, avec un droit de contrôle de la part des administrateurs, là, ça sera plutôt le statut, enfin, groupe mixte, association plus société commerciale. Et Alors, non? pardon, il y a plusieurs choses là qui sont mélangées, mais c'est que je ne suis pas clair, donc merci. Non, non, c'est pas. Non, non, t'es pas. C'est peut-être moi qui ai mal, Euh, qui vais trop vite aussi, hein. Je sais pas. alors, là, ce que tu étais en train de décrire, c'est des modalités de coopération entre des structures qui n'ont pas la même finalité. Parce que tu parles de société commerciale, association. Donc, Ouais, c'est ce que je décrirai après ouais. sur les montages juridiques. Hmm, Là, on d'accord, est ouais. sur des questions de comptabilité, en fait, quasiment. Là, Ok. j'ai une question de gouvernance. Donc, si on revient à la base, qu'on soit dans une association ou dans une entreprise, il y a une gouvernance. Hmm, Gouvernance, au sein d'une association, c'est les membres bénévoles élus au sein du conseil d'administration. Au sein d'une d'accord. entreprise, c'est plus divers, mais c'est le plus souvent le gérant de l'entreprise. Donc, au sein de toutes ces personnes morales différentes, il y a des gouvernances différentes. Une association a un conseil d'administration qui est différent, l'association A a un conseil d'administration qui est différent de l'association B. Hmm, Au sein d'un GES, on préconise que ces gouvernances soient unifiées et donc partagent une instance en commun qui leur permette de se mettre d'accord. Cette gouvernance-là, on peut lui confier plus ou moins de pouvoir, en fait. On peut, euh, dans certains cas, lui donner tous les pouvoirs et dire qu'ensuite, toutes les décisions que va prendre cette instance, elle va s'appliquer à tous les autres. On peut d'accord. considérer qu'elle ait moins de pouvoir et de dire elle propose des préconisations, par exemple, que sont libres d'accepter ou non les Hmm, différents membres du GES. Et donc, ça doit être défini dans des conventions que passent les différents membres du GES entre les différentes personnes morales entre elles. Et ça peut s'incarner dans la création d'une association qui va les regrouper. Mais ça n'est pas obligatoire. Si, ce qui va définir le choix, c'est de savoir quel niveau d'intégration on veut. Si on crée une association, ça donne plus de pouvoir que si on se fixe juste une régularité des échanges. Parce qu'avec une association viennent les impératifs statutaires. On doit rassembler une assemblée générale une fois par an.
réunir des conseils d'administration, qui rédigent des procès-verbaux. L'association a des statuts donc, qui contraignent ses membres. Donc, voilà, pour répondre à ta question, ce qui pousse à la création d'une association mère au sein d'un GES, c'est souvent qu'on veut lui donner un niveau d'ambition assez important et un niveau d'intégration des membres assez important. D'accord. Et Ok. ensuite, le montage économique que tu décrivais tout à l'heure en disant est-ce qu'on fait un groupe mixte avec une société commerciale, une association, ça c'est encore d'autres questions qu'on va voir par la suite. Et c'est les questions de montage économique, fiscaux au sein du GES. Ah, d'accord, ouais, ok, bah, c'est plus clair. Merci. Alors, une fois qu'on a la gouvernance, il faut qu'elle rédige une stratégie, en fait. Il faut qu'elle se mette d'accord sur une stratégie. Ce qu'on propose pour cette stratégie, c'est de se poser 3 questions. La première, c'est quelle est la vision du territoire partagé? Donc là, on repart du travail de la phase 1 de diagnostic que je vous ai décrit tout à l'heure. Quelle est la vision qu'on porte sur le territoire? Quels sont pour nous les besoins des habitants? Question 2, quelles sont nous les valeurs qu'on veut défendre auprès des habitants de notre territoire? Est-ce qu'on considère que la solidarité est une valeur qu'on veut défendre? Par exemple, hein, mais il peut y en avoir d'autres et ça va donner un peu le cadre du projet stratégique. Et enfin, plus opérationnellement, quelles sont les missions qu'on veut se donner sur ce territoire pour incarner ces valeurs? Et donc, si on s'est dit que les valeurs qu'on défend tous et toutes, c'est les valeurs de solidarité, eh ben, on va créer des missions, des actions qui permettent d'incarner cette valeur de solidarité sur le territoire. C'est très éthéré encore ce que je vous dis, mais ça permet d'avoir une stratégie partagée qui va ensuite servir de feuille de route. Si on reprend notre exemple de l'Union européenne tout à l'heure, ça pourrait être ici le traité fondateur de l'Union européenne. Au niveau France, ça serait l'équivalent de notre constitution, si vous voulez, ce document stratégique duquel va découler ensuite l'intégralité de notre action. Devrait découler l'intégralité de notre action. Alors, ensuite, on peut passer au 3e pilier, qui est de coordonner notre offre de service. Et donc là, on rentre vraiment dans le concret. On a défini nos principales missions, qui peuvent être, là, très opérationnellement, d'avoir une entreprise d'insertion, de restauration qui permet une offre de restauration à bas coût pour les personnes en besoin et en même temps de former des personnes éloignées de l'emploi sur des métiers de la restauration. Bon, ça, c'est une offre de service. Donc, on peut se dire qu'elle est portée par la structure A. Et donc, on va définir précisément l'intégralité de nos offres de services. Et donc, alors là c'est un exemple très simple où on n'aurait que 2 structures. On se rendra compte qu'il y aura une offre de service précise portée par une structure, une autre portée par une autre, et qu'il y aura un certain nombre de points qui seront entre les 2. Et c'est là que ça devient intéressant et compliqué. Parce que, typiquement, récemment, on a accompagné la création d'un GES qui a une association intermédiaire et qui crée une entreprise d'insertion conciergerie. Donc, très bien. Là, imaginons que c'est l'association intermédiaire, là, la conciergerie. Du côté de l'association intermédiaire, on a une offre de services aux collectivités, point école, restauration collective. Tout ça, c'est assuré précisément et uniquement par l'association intermédiaire. Côté entreprise d'insertion conciergerie, on a précisément garder le courrier, garder les clés, assurer une permanence dans le quartier, un point d'information. Tout ça, c'est très bien que l'association intermédiaire ne fait pas ces activités-là. Donc, on a précisément nos segments d'activité.
Mais ensuite, là où ça devient plus marrant, c'est sur les activités service aux particuliers, euh, entretien, espace vert aux particuliers. Est-ce que si on a une demande d'un client sur ce besoin-là, qui est dans le quartier de la conciergerie, est-ce que c'est la conciergerie qui va intervenir ou est-ce que c'est l'association intermédiaire? Est-ce que c'est les deux? Mais à ce moment-là, comment on prévoit la répartition des tâches? Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans cette colonne B, c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on travaille et qu'il y ait un groupe de travail qui se mette en place pour définir les procédures de fonctionnement. Et donc, ce qu'on peut se fixer, c'est des clés de répartition en se disant, bon, bah, tel territoire, c'est plutôt l'association intermédiaire. Ou alors, la clé de répartition, ça va être le volume d'heures. Ou alors encore, ça va être la nouveauté du client. Est-ce que c'est un client historique de la conciergerie ou est-ce que c'est un client historique de l'association intermédiaire? On peut aussi se fixer des procédures pour fonctionner ensemble, en se disant, bon, bah, les premières heures, elles sont réalisées par la conciergerie, puis ensuite par l'association intermédiaire. Tout ça, ça doit être cadré pour qu'on ait une offre de service coordonnée. Et donc, ça se cadre au travers de procédures. Est-ce que je suis clair là-dessus? Très clair. Là, c'est vraiment l'outil simplifié que je vous présente. On a des outils un peu plus détaillés qui permettent de définir les points de friction entre les structures. Quatrième pilier, mutualiser des ressources et des moyens. Au sein d'un GES, on considère qu'il est pertinent pour assurer une unité au GES et pragmatiquement intéressant en termes d'optimisation des ressources, de pouvoir les mutualiser. Donc, il peut s'agir de personnel comme de matériel, de ressources et même de ressources immatérielles. Une marque, qui est une ressource immatérielle, peut être mutualisée au sein d'un GES. Une photocopieuse, qui est une ressource matérielle, peut être mutualisée au sein d'un GES. Et enfin, un comptable, une comptable, un directeur, une directrice peut être mutualisé au sein d'un GES. Pour cela, on a divers outils disponibles. Alors d'abord, pour définir quelles sont les ressources qu'on veut mutualiser, ce qu'on peut recommander, c'est d'utiliser une matrice RACI. Alors le nom n'est pas très beau, mais elle nous permet précisément d'aller définir les postes pour lesquels c'est le plus pertinent de mutualiser. RACI, ça va nous décrire l'ensemble de nos actions en fonction de 4 critères. Le premier, c'est qui est responsable de réaliser l'action. C'est le R de RACI. Le second, c'est qui en est, alors c'est en anglais accountable, donc qui est le responsable du responsable. Le troisième, c'est qui en est comptable, qui va réaliser la comptabilité de cette action. Et le dernier, c'est qui doit en être informé simplement. Et donc, on va prendre un tableau et on va dire, OK, l'action accompagnement socio-professionnel, le responsable ou la responsable, c'est plutôt le ou la CIP. Son chef, ça va plutôt être le directeur ou la directrice de la structure. Le comptable, c'est le comptable. Et qui doit en être informé? Eh ben, probablement les encadrants techniques ou les chargés de mise à disposition dans le cas des associations intermédiaires. Ensuite, on prend l'action comptabilité. Bon, et on redresse ce petit tableau. On peut prendre l'action développement commercial. On refait ce tableau. Et donc, on verra à travers cette matrice que certains postes apparaissent pour plusieurs actions. Typiquement, je vous ai cité le poste comptabilité. On va probablement le retrouver sur la ligne C, donc la ligne comptable, sur plusieurs postes, sur plusieurs actions, parce que ça sera la même personne qui sera chargée de la comptabilité de l'action accompagnement socio-professionnel et de l'action développement commercial. Et donc, ces postes-là qu'on retrouve à l'intersection
de plusieurs actions seront probablement les plus pertinents à mutualiser. On aura à l'issue de ce travail une idée précise des postes que l'on veut mutualiser. Et je vous ai parlé des postes, mais en fait, c'est la même chose pour les moyens matériels et immatériels. On aura une idée précise de ce qui doit être utilisé à plusieurs. J'utilise bien le verbe devoir, pardon. Il faut faire une distinction entre ce qui peut être mutualisé, un photocopieur peut être mutualisé facilement, mais ça n'a pas forcément un intérêt stratégique plus important pour une structure. Et donc, je fais une distinction entre ce qui peut être mutualisé et ce qui doit être mutualisé parce que ce qui doit être mutualisé, c'est qu'on a un intérêt plus fort à ce qu'il le soit. Parce que cet intérêt repose sur le fait que on a intérêt à ce qu'on ait une personne qui dispose de l'information sur plusieurs structures. On est plus efficace comme ça. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Certaines mutualisations permettent de faire des économies d'échelle, etc., comme vous l'imaginez, mais permettent également d'être plus efficaces sur certains points stratégiques. Et donc là, l'outil qu'on peut utiliser pour ça, c'est cette matrice RACI. Et donc, bon, pour les moyens matériels, idem. Et enfin, dernier pilier du GES, c'est la communication globalisée. C'est peut-être le plus simple à se figurer. Un GES, doit représenter une unité vis-à-vis de l'extérieur. En tout cas, nous, c'est la norme qu'on propose. Pour ça, j'ai un exemple, alors qui peut être un peu contre-intuitif dans l'économie sociale et solidaire, mais malheureusement, il fonctionne très bien. C'est l'exemple, je ne l'ai pas mis, si c'est l'exemple de Google. Google, on identifie tous ce que c'est un groupe tentaculaire, hégémonique, et pourtant, Google, l'outil Google, ce n'est qu'un moteur de recherche, alors qu'on sait tous et toutes qu'au sein de Google, il y a une palette d'offres de services beaucoup plus large. Vous connaissez peut-être Google Drive, qui est le petit logo là-haut, qui nous permet de stocker des documents. Google Agenda, qui permet d'avoir son agenda. Gmail, qui nous permet d'utiliser des mails. Bon, tout ça, c'est des offres de services très différentes qui pourraient avoir une identité complètement séparée les unes des autres. C'est le choix qu'a fait Google avec YouTube. YouTube appartient à Google et pourtant, c'est plus compliqué de savoir que YouTube, c'est Google aussi, quoi. Ils ont séparé Google de YouTube en termes de communication, alors que pourtant, derrière, c'est la même chose, c'est la même personne. Bon, sur toutes les logos qu'ils ont mis ici, vous voyez qu'ils ont beau être différents, ils répondent d'une même charte. Et en fait, on identifie très facilement que ça a beau être des offres de services différentes, ils appartiennent tous à la même unité. Typiquement, on retrouve les mêmes couleurs, là, le vert, le bleu, le jaune et c'est tout d'ailleurs, ces 3 couleurs. Et le rouge, non, pardon. Et qui sont superposées les unes aux autres, là, dans ces espèces d'effets de transparence. C'est une idée très efficace pour nous suggérer qu'on a des services différents qui répondent du même groupe. Et ben, ce modèle-là, on peut s'en inspirer pour définir ce que peut être la communication d'un GES, c'est-à-dire communiquer collectivement, efficacement, harmonieusement, alors qu'on est plusieurs, tout en gardant des spécificités pour chacune des entreprises. Et donc, notre chargé de communication au sein de Coras nous a réalisé ce petit benchmark des différents outils que je peux vous présenter s'il nous reste un peu de temps, même si ça va être serré de tout vous présenter, pour vous montrer un peu comment on communique les différents groupes économiques solidaires du réseau.
Alors, je commence par un ensemblier d'insertion qui n'est pas un GES, qui ne se revendique pas GES et qui ne fait pas partie du réseau Coras, mais c'est pour vous montrer que tout ce que je vous ai dit, en fait, ça peut s'appliquer en dehors des groupes Coras, quoi. Notamment l'ensemblier défi est un ensemblier qui communique en tant que groupe, alors même qu'il est composé de 9 structures. Vous voyez que là, eux, ils ont fait le choix de garder une identité distincte pour chacune de leurs structures. On a la structure défi, définition, INEO, BTTI, etc. Elles vont répondre toutes et tous de la même charte graphique, ces espèces d'images vectorisées, mais elles ont chacune leur identité propre. Autre GES, Univers l'emploi, eux, ils ont choisi de communiquer à partir de l'offre de service. Donc c'est une communication qui est beaucoup plus unifiée, si vous voulez. En fait, c'est assez transparent pour le client de savoir quelle est la structure qui va intervenir derrière. Isactis, c'est pareil. Vous voyez qu'ils communiquent à partir de l'offre de service. Donc, Isactis, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on se souvient qu'ils ont un ACI, une AI, une TTI et une TTESS, si mes souvenirs sont bons. Ils ont peut-être 2 ACI, bon, je ne sais plus. Mais vous vous souvenez qu'ils ont des structures distinctes, placées dans des associations différentes. Pourtant, si on va sur leur site aujourd'hui, on n'a pas accès à la page offre de service de notre association intermédiaire, offre de service de notre ACI. On a accès à, si vous avez besoin d'un service aux entreprises, si vous avez besoin d'un service aux particuliers, etc. Et en fait, pour le client, ça sera assez transparent de savoir si c'est des salariés d'un ACI ou d'une AI qui vont intervenir. C'est Isactis qui intervient en utilisant sa palette d'outils, mais c'est sa tambouille, si vous voulez. Voilà, vous voyez que là, on a un autre support de communication d'Isactis. Isactis choisit de communiquer en tant que groupe avec son offre de service qui est détaillée, mais on est sur un groupe très unifié. C'est un peu la conséquence de ce qu'on se disait tout à l'heure. Ils ont créé une association pour avoir un groupe très intégré, au sein duquel il y a certes plusieurs outils, mais qui ne sont considérés que comme des outils au service d'un groupe. Bon, j'en avais encore un dernier, intermède. Ah oui, c'était pour vous montrer qu'eux, ils choisissent de communiquer en utilisant le sigle GES, qui n'est pas le cas de tous les GES. Pour certains, ils préfèrent utiliser d'autres termes, utiliser le terme d'ensemblier et pas celui de GES. Il faut que je passe très vite sur la phase de construction juridique. Est-ce que vous avez des questions sur les 5 piliers? Non? Eh bien, je finis alors sur la construction juridique. Donc, vous voyez que depuis tout à l'heure, j'ai fait attention de ne pas trop évoquer les questions juridiques. Pourtant, les contraintes de coopération sont importantes. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On trouve au sein de Coras que c'est plus important de définir notre cahier des charges opérationnel et ensuite d'aller trouver les solutions juridiques plutôt que de partir des contraintes juridiques pour construire la solution. Souvent, quand c'est les gestes qui se sont construits à partir des solutions juridiques, n'ont pas d'assises suffisamment solides en termes de stratégie pour perdurer. Donc, on a un geste qui est possible juridiquement, qui est costaud juridiquement, mais qui en fait ne répond pas aux besoins stratégiques des différents membres du geste. Alors, construction juridique, on a 3 choses à cadrer et ça va dépendre de chacun des gestes parce que ça va dépendre de chacune des activités économiques pratiquées par chacun des gestes. Donc, ça serait trop long de vous définir les différentes modalités juridiques possibles. Je peux vous parler de ces 3 règles. Déjà, les règles de fiscalité. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure. Au sein de l'IAE, on a des structures qui collectent de la TVA et d'autres qui ne la collectent pas parce qu'elles en sont exonérées par dérogation. Et donc, si on veut faire collaborer des structures qui collectent de la TVA et d'autres qui n'en collectent pas, il faut isoler leur comptabilité. On a 2 moyens pour ça. Ou
on les place dans des personnes morales différentes, et donc elles ont des comptabilités parfaitement différentes, un bilan et un compte de résultat parfaitement différents. C'est le plus pratique, quoi, le moins risqué. Ou alors, au sein d'une même personne morale, on peut réaliser une comptabilité analytique qui va aller scinder la comptabilité d'une même personne morale entre ceux qui répondent des activités fiscalisées et ceux qui répondent des activités défiscalisées. C'est souvent là-dessus que les projets de coopération nous contactent en disant on veut créer un geste parce que on veut ne pas avoir de risque en matière de fiscalité. Et c'est évidemment un réflexe important à avoir. Cependant, on l'a vu auparavant, si la seule raison et si la seule partie de l'accompagnement suivi est sur ces règles de fiscalité, il y a des risques importants que le geste soit dysfonctionnel parce que il n'a qu'un de ses piliers qui a été construit. Ensuite, juridiquement, il faut cadrer les règles de répartition du pouvoir. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la gouvernance. On a un droit associatif qui existe, on a un droit commercial qui existe, qui fixe comment ces structures doivent être dirigées. Et donc, c'est important que dans les solutions qu'on trouve, on respecte ces règles. Typiquement, une association doit être gérée de façon désintéressée. Et donc, si on la fait collaborer avec une société à but commercial, ça va poser des questions et ça va nous imposer de créer des garde-fous pour s'assurer que cette gestion désintéressée des associations demeure. Respecter l'indépendance des pouvoirs, c'est ce qu'a fait Isactis, je vous ai montré tout à l'heure, que chacun des présidents ou présidentes des associations est différent. C'est important qu'au sein d'un GES, les associations puissent tout de même avoir une gouvernance qui soit distincte. Et donc, si on a le même président ou la même présidente pour toutes les associations, on pourrait critiquer ce GES sur la question de l'indépendance des pouvoirs. Et enfin, la fonction employeur. On a dit tout à l'heure qu'au sein d'un GES, il pouvait être intéressant de mutualiser du personnel, donc avec une personne qui travaille à la fois pour une personne morale et pour une autre. Dans ces cas-là, il faut faire attention que la fonction employeur des personnes morales soit tout de même respectée. Je m'explique très simplement. Si vous mettez à disposition un directeur ou une directrice au sein d'une autre entreprise, donc imaginons que Dominique soit mis à disposition au sein de Coras pour en être directeur, il n'est pas employé de Coras. Il est mis à disposition au sein de Coras, ce qui veut dire que si Dominique veut faire un recrutement ou un licenciement, il va faire un recrutement lui-même en n'appartenant pas à l'association dans laquelle il fait le recrutement. Et ça entraîne des difficultés parce que l'employé qui serait salarié serait en droit de dire, ou serait licencié surtout, serait en droit de dire qu'il a été licencié par une personne qui n'est même pas membre de la structure dont il a été licencié. Donc ça, pareil, il y a des garde-fous, des mesures à prendre pour que les personnes auxquelles on confie la fonction employeur en aient bien le droit. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la deuxième phase. Et la troisième phase, j'irai encore plus vite. C'est une fois que le geste est créé, qu'on peut appeler la vie de couple, on a des outils pour s'assurer que la stratégie qui a été définie, les outils qui ont été définis, soient opérationnels et soient adaptés aux besoins. Et donc, la bonne pratique, c'est de s'accorder des pauses et de se fixer une fois tous les ans, une fois tous les 3 ans, un moment où on va ajuster la réalité, ajuster notre pratique à la réalité. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les gestes. J'espère que je n'ai pas été trop confus dans mes propos et que ça vous permet de vous donner des billes pour vos différents projets. Et évidemment, je serais ravi d'en échanger avec vous par la suite.
Non, c'était très clair, Nicolas. Merci beaucoup pour cette intervention complète. Moi, j'ai partagé de mon côté, comme vous voyez dans le chat, à la fois le rapport du GRAPHI sur les coopérations et également les 3 guides dont parlait Nicolas en début de webinaire de Coras sur les sur le GES. Donc, n'hésitez pas à vous garder les liens. Je vais, de toute façon, vous les recevrez dans la restitution du webinaire que je vous enverrai dans les prochaines semaines. Peut-être pour faire une dernière, quelques phrases encore quelques mots pour la conclusion de ce webinaire. On a bien compris qu'il n'existe pas de modèle GES unique. Toute organisation résultant de choix stratégiques différents qui s'inscrivent dans une logique, dans un contexte local. Le groupe économique solidaire, finalement, est un mode d'organisation économique, juridique comme politique au service d'un projet. Pour le mot de la fin, je conclurai sur le fait que finalement, ce que Nicolas nous a montré à travers l'exemple du GES, si on veut un peu le généraliser, c'est qu'aucune forme de coopération n'est idéale a priori, mais que sa pertinence dépend de chaque projet de coopération. Si on sort du coup du seul outil GES et qu'on essaie d'en tirer des conclusions sur les collaborations en général dans l'IAE, je dirais qu'une coopération utile socialement, c'est un projet collectif entre plusieurs structures qui permet d'asseoir la pérennité économique des participants, de mutualiser une ingénierie technique et réglementaire, d'intégrer le développement de nouveaux partenaires au mouvement de coopération engagé avec les acteurs existants, même si cette condition-là n'est qu'optionnelle. Voilà, elle peut être une garantie importante pour réussir le modèle coopératif. Et enfin, bien sûr, c'est ce qui est quand même l'essence de notre activité, d'améliorer la qualité des parcours. Grâce au partage, Nicolas en a déjà un peu parlé, au partage à l'uniformisation de l'offre de formation et d'accompagnement, le fait de mutualiser la formation externe des salariés en insertion autant que des encadrants pour leur permettre d'accéder à des dispositifs de formation qui n'auraient pas été finançables, accessibles par les structures individuellement. Voilà, c'est également très important et très utile de faire des coopérations là-dessus. Donc voilà, encore merci à tous les participants